Oui, il y a une révolution qui est hallucinante. Et d'ailleurs, comme je le disais, on le voit entre autres en Afrique, où les technologies de l'information participent de façon très significative à la croissance du PIB de l'ensemble de la zone. Donc ça, c'est la caractérisation économique. Mais au-delà de ça, il y a une caractérisation sociale. On le voit dans les révolutions partout. Moi, je suis convaincu que les gens veulent une démocratie plus participative, parce qu'ils voient bien que tout répond, sauf l'État. Que l'État est autiste, alors que les réseaux sociaux, les sites d'e-commerce, l'ensemble des agents répondent. Et donc voilà, donc à plusieurs égards, on peut la voir. Il y a aussi une révolution informationnelle. L'information est devenue gratuite. On peut accéder à la plus grande université de la planète gratuitement partout. On peut accéder à des cours d'intelligence artificielle qui sont les mêmes que ceux qu'il y a à Stanford de façon gratuite. Et on a des gens, des milliers de personnes qui ont le même niveau de compétences que ceux que l'on voit à Stanford même, qui sont répartis partout sur Terre. Et donc je pense que c'est le troisième point d'inflexion de l'histoire de l'humanité, après l'invention de l'écriture par Sumer, la presse à imprimer par Gutenberg, et puis maintenant la dispersion de l'information gratuite par le numérique. Oui, on le mesure à bien des endroits. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que le phénomène schumpeterien, et on voit la destruction, on ne voit pas forcément la création en termes d'emploi. Et ça, c'est un facteur qui est assez inquiétant. Par exemple, la reprise économique aux États-Unis crée 3 fois moins d'emplois que ce qui était prévu. Parce que les gens se sont débarrassés de beaucoup de gens avant la crise, et puis ils ont automatisé pendant la crise, et aujourd'hui, ils ne réembauchent pas. Et ce qui est inquiétant, c'est que on a mécanisé la partie industrie, aussi toute la partie agricole, matières premières, ça c'était très largement mécanisé. Les gains de productivité ont été phénoménaux, et de fait, d'ailleurs, il y a beaucoup moins d'emplois qu'auparavant maintenant là-dedans. Il reste 80% du PIB mondial qui est produit par les services, et on est en train d'automatiser les services. Et on assiste très clairement, il y a plusieurs études de l'OCDE qui le montrent, à une destruction d'emplois qui pour le moment n'est pas relayée par la création. Alors donc ça c'est inquiétant, mais au-delà de ça, ça pose même la question fondamentale du modèle du capitalisme, parce que si on a une concentration absolue des richesses, il n'y a plus d'économie. Donc à mon avis, il va falloir se poser la question de savoir comment est-ce qu'on organise la société de la connaissance assez rapidement. Schumpeter disait que ça serait la fin du capitalisme. Et c'est assez étonnant, et il l'a dit d'ailleurs après Marx, mais il a dit, si les machines ont des gains d'efficience trop importants, il faudra repenser le modèle du capitalisme. Et je pense qu'il n'a pas tort. Malheureusement, ce qui est étonnant, c'est que dans les années 60, c'était les années de l'utopie, on avait des penseurs utopiques. Maintenant, on peut faire l'utopie, on n'a plus de penseurs. Et là, ça, je trouve ça assez problématique. Il y a des choses qui sont intéressantes, comme par exemple les Fab Labs qui ont tendance à déconcentrer l'outil de production et faire en sorte qu'on rentre dans une économie de la gratuité. Donc ça, c'est un phénomène qui est intéressant. Est-ce qu'il arrivera à matcher la concentration des gains de production par les Google, Apple et autres? C'est une autre question. Il y a indubitablement une prise de conscience. Il y a l'idée de dire qu'il ne faut pas faire de la stigmatisation par chauvinisme, et de se dire on va les bloquer parce qu'ils sont meilleurs que nous et qu'on ne supporte pas ça. Donc ça, je crois que c'est assez présent au sein de la commission, des instances en général, et on cherche la formule qui permettrait de faire en sorte qu'il y ait un développement de l'écosystème européen. Sachant qu'il faut quand même être conscient que le système américain, aussi vertueux soit-il, crée plein d'externalités négatives. Et donc, il y a quand même une volonté de faire en sorte que le niveau d'excellence sociale européen soit préservé, et c'est assez difficile. Mais je crois qu'il ne faut pas réfléchir dans le court terme, il faut voir que ces problèmes, c'est des problématiques qui s'inscrivent vraiment dans le long terme, et que si on structure convenablement aujourd'hui un modèle européen, on pourrait très bien gagner sur le long terme. Ce qu'on répond toujours, c'est ce qu'on disait à l'époque du Minitel, c'est qu'on a quand même un écosystème mobile très développé, parce qu'on a France Télécom et ça. Moi, je n'ai pas tellement je pense que c'est plutôt une lecture qui nous freine, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire que si on reste sur des paradigmes anciens qui ne sont pas les bons, on continue à vouloir développer du WAP alors qu'il n'y a plus que du HTML5, quoi. Mais je pense qu'en revanche, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont assez intéressants à l'égard de la France. Par exemple, on est
semble-t-il, le deuxième pays producteur d'app après les États-Unis. Ça, c'est quand même vachement bien. Et il y a un écosystème de petites unités qui produisent des applications qui est extrêmement intéressant à cet égard. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est aussi dont on peut bénéficier, c'est le fait que on a beaucoup d'institutions publiques qui doivent se réformer parce que voilà, on le voit partout, les coûts sont trop importants et que ça peut être des opportunités de plateforme pour des services publics massivement mobiles, extrêmement intéressantes. Donc je crois qu'il faut bien saisir la nature de ces nouveaux paradigmes, les encourager, et je pense qu'on pourrait très très bien devenir un des pays leaders dans le domaine des activités mobiles de façon assez remarquée. Je parlerai pas tellement des infrastructures de type 4G où on serait en avance, en retard ou je ne sais quoi. Je pense que quand on observe la façon dont ça se développe à l'échelle de la planète, on voit que les décalages s'expriment en matière de mois et que ça se rattrape très très vite parce qu'il y a une opportunité économique et qu'il faut la saisir.